par Jupiter à 17h07 sur France Inter. Bonsoir Charline Bonnecker. Bonsoir Alexis de Meyer. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je vais rentrer chez moi. Mauvaise réponse. Vous allez écouter l'émission, bien évidemment. Bien sûr. Alexis, combien de fois on vous l'a dit on n'arrête pas de lui répéter, puis ça Allez, rentre hop. pas. Mais il est pas volontaire. Il n'est pas corporel. Il s'en fout. Je Merci vais vous Alexis. écouter, c'est promis. Allez, à demain. À Merci, au revoir. Salut Guillaume. salut Guillaume. Wow, salut les amis. Oui. Alors en 12 lettres qui commencent par un P. Moi je sais, Ouais. Perlimpapin. Yeah, Ouais. super, bien joué Charline, Merci. tu seras ma coéquipière. Perlimpapin, P-E-R-L-I-M, Papin. Oui, Guillaume. Je suis à fond sur Motus, Thierry Beccaro, on l'adore. Oui, attends. très content. On est très content de le recevoir. Attends, et en plus il est comme nous, hein. Il fait un jeu de mots, mais à la télé. Oui, un jeu de mots. c'est drôle, ouais. Bah ouais. Mais Guillaume, t'es pas au courant Attends, que... Alex, je crois qu'il faut y aller doucement. Oui, là. Thierry, t'as raison, il est pas prêt. Alors, assieds-toi Guillaume. Alors, je sais que Thierry Beccaro, ça fait longtemps qu'il fait de la télévision Ouais, maintenant. Mais maintenant, il a un petit peu envie de se reposer. Ah bah attends, mais c'est normal, c'est les vacances. Attends, je regarderai les rediffs, y a pas de Non, problème. pas que pour les vacances. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Non, il va super bien, tu le verras. Bon, Guillaume, sois fort. Mais Thierry Beccaro, arrête Motus, voilà. Oh non! Non à Noël! Et si. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les chômeurs qui le regardaient? Et lui, maintenant qu'il est chômeur, qu'est-ce qu'il va regarder? Et tous les électeurs de Benoît Hamon, comment ils vont faire sur leur épisode de Motus tous les jours? Ils ont qu'à nous réécouter en boucle, Ouais. c'est Thierry Beccaro l'invité aujourd'hui, Oh là, voilà. oh là là. Et dites-moi au moins qu'on pourra jouer à Motus avec lui? Oui. Oui, Guillaume. ouais. Ah, ouf, mais alors quand même, quelle terrible nouvelle. Dis Alex, faudrait peut-être aussi lui dire pour Patrick Sébastien. Mais quand il va savoir pour Guilux. Gilux! G-U-Y-L-U-X! Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up publique. Cet espace autrefois baptisé Si tu écoutes j'annule tout, en hommage à Nicolas Sarkozy, et qui aujourd'hui aurait donc pu être rebaptisé Passion, comme la relation torride entre la blague et l'actualité. Face à la catastrophe climatique annoncée, nous sommes nombreux à avoir le sentiment de ne pas en faire assez. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'éco-culpabilité. C'est valable aussi pour l'autre, quand on lui dit « Ah bah dis donc, c'est pas très écolo ce que tu fais ». Quelqu'un veut un baby barrel? Ouais, merci. Bougez pas l'écorce, j'en fais des bougies. La fessée sera définitivement interdite la semaine prochaine, une fois que le Sénat aura voté. Si vous avez la main lourde, exercez-vous à vous contenir dans ce type de situation. Voilà Super Nintendo! La Super Nintendo! Sur le marché de la télévision, les vieux animateurs sont très cotés. C'est eux qui animent ce qu'on appelle le mercato télé cette année, et pas les jeunes. Quand ma grand-mère allumait sa télé dans les années 70, elle tombait sur Michel Drucker, Jean-Pierre Elkabbach ou Alain Duhamel. Eh bien, ils seront encore là, à la rentrée. Allez, fous le camp, mais tire-toi. On l'a assez vu, tu vas pas continuer à nous faire chier, non? Et donc lui va surveiller ce que je vais dire, parce qu'il va travailler avec l'un des trois à la Pensez rentrée. bien. C'est Alex Missorek. Enfin, voilà. Michel, si tu écoutes, je suis pas d'accord, hein, je vais t'envoyer un SMS. S'il passe Autour la canicule déjà. de la table. Belle équipe, évidemment. En ce dernier jeudi de la saison, à 17h20, le meilleur chronique acteur de sa génération. D'ailleurs, personne ne pourrait jouer aussi bien ses chroniques, déjà parce qu'il est le seul à les comprendre. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bah oui, moi je suis très content de vous voir. J'ai reçu une lettre de la canicule. Très Je vais bien. vous la lire. Ah bah quoi, ça ne m'étonne pas c'est à vous qu'elle écrive. À 17h30, le meilleur humor intervieweur de sa génération, puisqu'il est plus drôle que Jean-Claude Narcy et pose des meilleures questions que le mime Marceau. C'est vous, Guillaume Meurice. Merci Alex pour ce lancement. Bilan de l'année, évidemment, avec Edith, mon experte esthéticienne préférée, qu'on a l'habitude d'entendre gueuler, mais là, je veux dire, elle a l'air bien apaisée, bien calmée. Non! A priori, c'est non. Et enfin, à 17h40, la plus brillante top mode écrivaine de sa génération, puisqu'en plus de rédiger brillamment ses romans, elle défile avec grâce sur tous les podiums qui mènent à mes fantasmes. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonsoir. De quoi on va parler? Là, vous pourriez craquer. Ouais, j'ai quand même fait un effort. Ah bah non, je fais Toujours pas dans pas. l'humanitaire d'abord, 5 et ans ensuite j'ai un d'échec. petit peu d'exigence. 5 On va ans parler de d'échec. résurrection numérique. Merci. Voici celui qui va bien calmer tout le monde dans l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je suis Thierry Beccaro. France Inter. Même qu'on est très content. Et alors j'ai cru comprendre que... alors d'abord que... C'est maintenant, tiens. Ça, on sent le mec qui écoute Vous avez- régulièrement. vous avez fait Le de la mec qui radio écoute pourtant, hein. régulièrement la radio. Alors déjà une personne me tapera sur l'épaule pour me dire dégage, va-t'en.
parce que c'est fait. Déjà, voilà, je suis parti de mon propre chef. Et deuxièmement, je crois savoir que je suis le DER de l'année. Oui, c'est vous le dernier invité. Demain, on fait une spéciale festive sans je suis très honoré. Vraiment, ça me fait infiniment plaisir. Ratez pas votre prestation. Thierry Beccaro, vous avez décidé de partir. Oui. Vous n'avez pas attendu qu'on vous vire. Ouais, là, j'ai pris rendez-vous l'année dernière, au mois de septembre, ce qui est pas simple, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire ce que je me suis dit, c'est-à-dire pas faire l'année de trop, pas devenir ce que je ne voulais pas, le vieux présentateur de Motus, etc. Et puis prendre la main sur tout. Voilà, et ça c'est quelque chose que je tenais à faire. Donc le plus difficile a été de tenir ça secret pendant 1 an. Donc il a fallu que j'enregistre tout. Vous l'avez dit à qui alors? À personne, à part quelqu'un de ma famille, mais sinon... D'où la surprise que ça a pu être quand, il y a quelques semaines, le Parisien a annoncé cette nouvelle. C'était il y a eu un petit côté de tsunami, quoi. Personne ne s'y attendait. Ça vous a fait plaisir, il y a beaucoup de déclarations d'amour envers vous et le jeu. Et alors là, ça a été... oui, parce qu'il y a Motus, mais il y a Télématin, il y a tout... Voilà, j'en ai vendu long comme le bras. Dites depuis combien de temps vous aviez Motus, peut-être? Et voilà. Ça faisait combien de temps? C'est parfait. C'est excellent. J'ai dit aux gens, vous pouvez me reprocher d'arrêter Motus, mais vous ne pouvez pas me reprocher de ne l'avoir présenté que 29 ans. Vous avez enregistré la dernière hier, qui sera diffusée fin août, c'est ça? Fin août, la dernière semaine, on va faire 6 jours on fait la fête avec des invités. Je vous dis pas tout, mais bon, voilà, il y en avait un qu'on connaît bien dans la maison et qui adore Motus et qui... Dans la maison de Radio France? Ici, là. On peut le citer, lui, alors, non? C'est Augustin. Ah, Augustin Trapenard. Augustin, il est venu jouer avec nous. Et j'étais au courant de rien, c'était que des surprises. Il est un peu bon ou... Et il s'est bien débrouillé. Vraiment, Thierry Beccaro, on est sur France Inter, donc on va intellectualiser la chose, vous nous connaissez. Depuis quand on fait ça? Moi, je n'ai pas bien été prévenu du cahier des charges. Non, mais moi, il y a un truc qui me fascine avec vous et avec ce jeu. Souvent, les politiques disent « je vais au contact des Français, je connais les Français, etc. » Vous, s'il y a bien quelqu'un qui a été au contact des Français pendant presque 30 ans, c'est vous. Ils sont tous venus à vous, plein de gens. Quel portrait vous dressez de tous ces gens qui sont venus? Quel portrait vous dressez un peu de la France, de la France qui aime regarder la télé, les jeux, qui se distrait et qui a l'air bien sympa, quoi. Eh bien, je vais vous dire que la France que j'ai rencontrée, c'est pas forcément la France qui vit à Paris. Ah oui. Oui, parce donc que c'est la France. Les gens qui écoutent, ça fait une vraie différence, qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision, ils sont tout autour de Paris et ça fait un sacré paquet. Et c'est pas tout à fait les mêmes mentalités, c'est pas tout à fait le même regard. Ils n'ont pas forcément les mêmes exigences. Ils aiment qu'on leur parle, qu'on les écoute. Ils aiment qu'on leur apporte un peu de bonne humeur. Ça n'empêche pas parfois un peu d'insolence, un peu de taquinerie. Mais les gens aiment. J'ai envie de dire, ce sont les gens qui sont venus à ma rencontre. C'est plutôt que les hommes politiques qui vont à la rencontre. Mais vous avez quand même des candidats du côté de Paris ou pas du tout? Il y en a qui viennent. Mais j'ai eu tellement de monde sur ce plateau de province, des étudiants qui sont charrettes, de Jamel, on en a parlé avec mon ami Guy Lecluise. Il y a tellement de gens qui ont grandi avec Motus. Et puis Motus, c'était le jeu des gens simples, mais je le dis avec beaucoup d'amour. Parce qu'il est... Peut-être que des gilets jaunes, moi j'en ai rencontré sur le plateau de Motus. Des gens qui se la racontent pas, quoi. Et puis qui sont contents et qui pleurent quand ils gagnent 1500, 200, 2000 euros. C'est vrai que vous étiez un petit peu radin sur les sommes. Mais quand ils gagnaient cette somme-là, pour eux c'était 3 mois, une vision sur 3 mois. Et c'est pour ça que parfois j'insistais, quand on avait des cagnottes un peu plus importantes, discrètement je souhaitais qu'on fasse jouer des gens pour lesquels je savais que c'était important. Et le plus beau des compliments qu'on ait pu me faire, comme ça, c'était des gens qui gagnaient de l'argent et qui me disaient « Mais moi, c'était pas le plus important, parce que pour moi, c'était venir jouer à Motus. » Et il y en a sans doute qui nous écoutent aujourd'hui, qui seront heureux de vous entendre. Je les embrasse très fort, parce que c'était des gens exceptionnels, des familles d'accueil, des gens qui disent rien. Et qui font tout. Est-ce qu'on peut dire un petit mot avant d'écouter le premier disque ensemble? J'ai lu que vous aviez été l'assistant de Macha Béranger sur cette antenne, sur France Inter. Mais pouvez-vous nous raconter un petit peu? Ça a été un moment formidable de ma vie, dont je parle dans le livre qui raconte mon parcours. Oui, je suis né à 17 ans, paru chez Plon. Et en édition poche maintenant. Macha, j'ai été son assistant.
Et ça a certainement modifié pas mal de choses dans mon parcours. Moi, j'étais au Standard et j'ai écouté, et quand je dis j'ai écouté, je les ai écoutés, tous les gens qui sont seuls la nuit, dont les témoignages ne pouvaient pas forcément passer à l'antenne. Ouais. Parce que c'était difficile. C'était l'époque où on faisait encore de la radio en direct la nuit, hein, je le rappelle. Elle faisait une émission pour les sans-sommeil, et moi j'arrivais à minuit, le Standard, on allumait le Standard, et là j'avais vraiment, alors pour faire sourire les gens, j'avais des habitués. Donc j'avais, je dirais pas son prénom, on va dire Geneviève. Oui, bon alors bonjour Thierry, alors c'est Geneviève de la Croix-Rouge. Bon, alors là, cette fois-ci, il faut que je parle à Macha, parce que là, j'ai déjà avalé trois comprimés. Si jamais je lui parle pas, ceci. Après, j'en avais un autre qui m'appelait, un autre. Et puis à la fin, je les appelais pas, parce que moi, je descendais voir Macha et je lui disais, bon, bah, j'ai un tel qui veut faire ci, j'ai une telle qui est comme ci. Non, bah attends, c'est pas possible, Thierry. Attends, tu veux nous démoraliser? Eh ben, j'ai une petite jeune fille qui veut faire styliste. Ah bah voilà, on va. Donc moi, avec Macha, ça aussi, ça m'a rapproché des gens. Ouais. Parce que c'est vrai que je repartais parfois de l'émission, j'étais désemparé, je ne dis pas, j'étais... Chargé de ce qu'il vous avait dit. Mais oui. ça m'a appris à écouter Thierry Beccaro. Écoutez, on va en parler tout à l'heure, vous avez commencé comme reporter sur France Bleu aussi, vous avez commencé... droit d'auteur à la maison de la radio. Dans cette maison ronde, vive le service public. Thierry Beccaro avec nous jusqu'à 18h. Chante les Black Keys, Black comme la boule dans Motus. Et c'est Thierry Beccaro. Thierry Beccaro nous accompagne aujourd'hui pour l'entourer, Alex. Oh, excusez-moi, parce que j'ai une petite canne de tout. Je la ferai après. Nous avons Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Moreau. Canne de tout, c'est maintenant. Allez-y, toussez. Voilà, c'est fait. Je suis au taquet pour les informations. Si glamour. Mais oui, mais c'est la canicule, ça me fait attraper des rhumes. J'ai vu qu'il n'y avait pas de croissant chez France Inter. Oui, bah voilà, par exemple, il n'y a plus de croissant. Le journal de presque 17h17. Vraiment une radio de merde, du matériel de merde. Et on commence par les titres. Le livre intitulé Passion de Nicolas Sarkozy sort aujourd'hui. Il raconte 30 ans de vie politique. Oui, on sait déjà que le livre n'est pas entièrement exhaustif car il fait à peine 368 pages alors que le dossier judiciaire fait lui 20 fois plus. Une quinzaine d'élus LR ont dîné avec Marion Maréchal Le Pen, l'ex-député FN du Vaucluse. Ah, les salauds. Ah bah ouais, pour des gaullistes, dîner avec quelqu'un d'extrême droite. Ah non, c'est moi, je l'ai invité plein de fois à dîner, jamais venu, ça.
Des brèves, sinon des brèves. Ouais, mais ça, je peux dire qu'au dîner des brèves, je suis invité d'honneur. Là, il n'y aura pas de canne de tout, par exemple. Bon, des brèves, ça va bien. On me prépare. C'est donc l'événement littéraire du jour. Oui, le livre Passion, sorti ce jour, écrit par Nicolas Sarkozy. Et c'est fou de se dire que Nicolas Sarkozy, dans sa vie, aura écrit plus de livres qu'il n'en a lu. Oui, il raconte 30 ans de vie politique. C'est un livre dans lequel il critique sévèrement François Fillon. Oui, ça, il n'aime pas les escrocs, Nicolas Sarkozy. LOL. C'est vrai, c'est un livre plein d'anecdotes féroces. Donc en 2012, Nicolas Sarkozy, c'était notre président. En 2019, c'est notre concierge. D'ailleurs, Ségolène Royal a dénoncé l'indécrottable sexisme de l'ancien président. Et ça, je ne suis pas d'accord. Sarkozy a toujours été pour la parité. Liliane Bettencourt, oui. Kadhafi, ok aussi. Il a escroqué tout le monde, quel que soit le sexe. Allez, passons à la politique contemporaine, je dirais. Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'elle veut faire, Marlène Schiappa? Elle veut améliorer les conditions des femmes de chambre dans l'hôtellerie. Oui, Dominique Strauss-Kahn s'est proposé pour être parrain du projet. Bon, en tout cas, si elle a besoin de conseils, il faut qu'elle se tourne vers quelqu'un d'autre, effectivement. Voilà, exactement. Gouvernement encore. Qui a écrit ce journal? Oui, mais c'était en une canne de tout, alors j'ai pas eu le temps de barrer. C'était écrit pendant une canne de tout, c'est sûr. Allez, gouvernement encore. Un homme qui s'est fait passer pour le conseiller d'Édouard Philippe est poursuivi en justice. Oui, on attend toujours que soit traduit en justice le type qui s'est fait élire président de la République en se faisant passer pour un homme de gauche. International, Donald Trump a évoqué l'éventualité d'une guerre courte contre l'Iran. En sachant que les deux pays possèdent l'arme atomique, effectivement, elle va être très très courte, cette guerre. En Angleterre, le prince William a déclaré qu'il soutiendrait ses enfants s'ils étaient homosexuels. Ça prouve que la monarchie anglaise se modernise. Ah oui, le prochain hymne national anglais, ce sera God Save the Drag Queen, probablement. En Allemagne, Angela Merkel a de nouveau été prise d'une crise de tremblement lors d'une cérémonie. Oui, on n'avait plus vu des dirigeants allemands trembler autant depuis le procès de Nuremberg. Et aux États-Unis, un homme se tranche la gorge pendant son procès pour meurtre. Et oui, ils sont forts les Américains, ils réussissent même à ubériser la peine de mort. Chapeau à eux. Allez, une page football à présent. Le club de Nîmes va détruire son stade vétuste pour en reconstruire un nouveau. Et c'est une bonne idée, j'ai une piste pour alléger le coût des démolitions. Ah bon? Oui, faire venir Olivier Giroud et le laisser s'entraîner au penalty. Avec un peu de chance, en une semaine, la tribune derrière le but sera par terre. Et des brèves? Oui, des brèves. Nu sur son scooter, il est contrôlé par la police et répond « Bah, il fait chaud ». Les policiers l'ont sans doute interpellé parce qu'ils avaient vu une deuxième béquille sur la moto. La dernière. La dernière. On va pas finir là-dessus. Si, non, j'ai mieux. Ça va faire rire Clara. Oui, dès que c'est le cul, ça fait rire Clara. Une passagère d'Air Canada se réveille abandonnée dans un avion. Tous les moyens sont bons pour empêcher Céline Dion de venir chez nous. Merci. Vous pouvez reprendre un éternuement normal. Voilà. Il est 17h25 sur France Inter en compagnie de Thierry Beccaro qui est venu nous parler de la fin de Motus mais plein d'autres choses également et on va y venir. D'abord, on va aborder ce sujet avec vous en compagnie aussi de Clara Dupont-Mono et Hippolyte Girardot. Si vous culpabilisez parce que vous mangez une banane qui a fait un très long voyage ou parce que vous prenez un bain, c'est sans doute que vous souffrez d'éco-culpabilité. Nous sommes nombreux à avoir l'impression de ne pas en faire assez pour la planète et on finit par aussi se prendre la tête dans les rayons avant d'acheter un sandwich. Tout ça pour que quelqu'un finisse par vous dire « Ah bah c'est pas très écolo ce que tu fais ». Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? T'as pas cette côtelette d'agneau? Je peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit agneau. Ressaisis-toi un peu, Lisa, c'est de l'agneau, pas un agneau. Quelle différence il y a entre cet agneau et celui qui m'a fait des bisous? Celui-là a passé 1 heure sur le grill. Les Simpsons, bien sûr. C'est un sujet que nous avons, même un dossier qu'il y a dans Society sur cette éco-culpabilité qui découle de tout. L'éco-flagellation. Ah, vous allez plus loin. C'est pas mal ça. Ouais, tous les matins, je me lève, je me flagelle comme ça. J'espère que je ne vais pas faire trop de conneries dans la journée. Donc c'est vrai qu'il faut faire. J'espère que c'est pas un fouet en cuir parce que c'est pas vegan. Mais la prise de conscience de la responsabilité individuelle dans la catastrophe qui s'annonce, vous êtes plutôt pour l'idée que chacun doit faire sa part et vous la subissez cette pression. Et parce qu'avant de venir vous voir, là, j'ai fait le point avec ma fille, qui est quand même qui était très investie dans ce domaine. Ouais. Donc elle m'a dit, tu parleras vraiment du travail que chacun doit faire, trier. Ma fille, elle a 21 ans, elle est vraiment très très écolo. On trie ses affaires, le tri sélectif, on ne gaspille pas l'eau, on évite. Elle vous éduque à ça alors. Chacun fait son petit bout de chemin comme ça. Et puis tu n'oublies pas de parler des grandes sociétés, évidemment, qui doivent s'y mettre. Voilà, parce que le problème, on est dans quelque chose d'un peu kafkaïen, c'est qu'on ne sait plus entre les grandes sociétés
société qui ne pense que à leur entreprise. Et puis nous, chacun, là, on essaie de faire ce qu'on peut. Vous ne trouvez pas qu'il y a une hypocrisie quand même? Parce que l'idée, c'est quand même de faire porter les responsabilités qui sont avant tout économiques, industrielles et politiques sur les épaules des individus. Eh ben voilà, c'est l'excellent résumé. Merci Pascal Pro. C'est ça que vous vouliez dire. En gros, mais oui, non. Moi, je suis d'accord. On nous culpabilise, évidemment, mais l'idée, c'est que... On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Non, mais c'est tout à fait Bah, vrai. oui, C'est bien pas sûr. incompatible avec l'éco-culpabilité. Absolument, justement. Ouais. absolument. Mais l'idée sous-jacente est quand même de faire laisser penser aux individus que tout repose sur leurs épaules et en attendant, les vrais macro-enjeux qui sont les leviers décisionnaires, personne n'y touche. Ouais, mais c'est nous qui sommes responsables de leur avoir laissé autant de pouvoir. Ah oui, mais alors après, pour agir sur eux, c'est plus compliqué. Révolution. Non, mais et c'est de ah oui. consommer leurs produits. En consommant, on peut aussi les... Bah, évidemment. Il y a les deux. Alors, il y a- Ça va, Nuit debout? Vous dérange pas? Thierry Beccaro, les pouvoirs publics, ils diffusent une morale éco-citoyenne. Mais eux, que font-ils? Eux aussi, on Voilà, peut poser la question. exactement. C'est pas que les entreprises, les pouvoirs publics aussi c'est nous ça. disent faites ceci, Oui. faites pas ça, il y a des C'est messages assez à la étonnant radio. quand même, hein. C'est vrai que je regarde comme ça les messages d'alerte. Là, c'est sûr que là, on est prévenu et que là, on sait ce qu'il faut faire. Je regardais pas mal d'émissions qui s'étonnent comme ça sur les conseils qu'on nous donne, etc. Alors, on est un peu, on se dit, mais est-ce que je suis pas assez grand pour comprendre qu'il faut que je fasse attention, que je bois beaucoup, que je gaspille pas l'eau, etc. Est-ce que vous avez le sentiment d'être Là, infantilisé parfois? Oui, un petit peu, mais c'est vrai. Et en même temps, bah voilà, on veut plus revivre ce qui s'est passé en 2003, et donc alors là, on prend les précautions maximum. Voilà, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, c'est vrai que je fais gaffe, quoi. Il faut faire, voilà. Et ce que je trouve paradoxal, une fois de plus, c'est ce qui se passe en ce moment dès qu'on est en période de canicule. C'est tous les mecs qui ouvrent les bouches d'égout et qui font sortir l'eau pour se rafraîchir. Et là, si on fait ça, bah on gaspille des piscines entières. Et moi qui suis maintenant ambassadeur de l'UNICEF, et j'ai fait mon premier voyage en Côte d'Ivoire. Bravo le bilan carbone. Bah oui, mais moi j'ai vu ce que c'est que d'avoir besoin d'eau, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est tout ça, c'est très compliqué, mais je sais pas pourquoi je sens qu'Hippolyte est en train de frémir. Oui, vous avez senti que c'était son moment, Thierry Beccaro. Effectivement, c'est le moment d'Hippolyte Girardot qui a un t-shirt vert, donc c'est déjà un peu éco-responsable. Il y en a beaucoup à dire sur les t-shirts en général. Le vrai problème, c'est le t-shirt à 1 euro dans notre société. À partir de là, tout se casse la gueule. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour. Bonjour Hippolyte. Ah, ciao, signore Beccaro. Io sono la canicola. La canicola, ça veut dire petite chienne en latin. Parce que je suis l'étoile la plus brillante après le soleil. Les Romains sacrifiaient des chiens roux pour que je m'apaise. Io sono la canicola. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Oui, généralement je sévis dans la torpeur des mois de juillet et du mois d'août. Mais on sait que ce sont des mois où on fait passer des lois très impopulaires. Et à ce moment-là, moi je passe un peu inaperçu. Entre le soleil qui brûle les peaux, la chaleur qui fait suer les testicules et l'arrêt des fesses, les vacances qui n'en ont que le nom, le camping avec Sud Radio à fond dès 7h du mat, toutes ces joies apportées par les congés payés que le monde nous envie font qu'une canicule tue en été ne me paraît pas plus incroyable que la pizza à 17 € sur une plage de France. C'est même ce qu'on appelle en presse un marronnier, comme les francs-maçons, leurs secrets, leurs pouvoirs occultes, leurs bistrots, ou Johnny est-il vivant, ou encore que va faire Ardisson après l'arrêt de son émission. Bref, des sujets dont on se fout. Mais en été, ça passe. Mais cette fois, bonjour, j'arrive avant les vacances. Et en hommage à notre invité... comment ça va? Le cul dans le barbecue. Et la langue chaude qui te chatouille. Dans la rime de canicule. Comment ça va? Et ton climatisateur pourri. Oh, pas la peine de pleurer, tu vas te déshydrater. Cette année, c'est mon année. L'année dernière, j'avais pas tenu la route. Juste fait 1500 morts de plus qu'une année normale. Mais cette fois, je vais essayer de rejouer 2003. Entre 15 000, 20 000 morts au compteur quand même. Parce qu'il y a grosse concurrence en ce moment niveau canicule dans le monde. En Inde, il y a 1 mois, la canicule, curcuma a fait un pic à 50 degrés, 80 morts en 2 jours. Et bam. Bon, cela dit, c'est vrai. En Inde, c'est pas du jeu. En Inde, parce que quand même, pour faire tourner leurs ventilateurs, ils fabriquent de l'électricité avec des centrales à charbon qui augmentent l'effet de serre. Alors bon, c'est gagnant-gagnant, hein, comme disait l'ex-ministre écologiste qui se réfugie dans les pôles. Et puis, comme la Terre est aussi sèche que la langue d'Alex après une série de brèves avec une de ses conquêtes, c'est quoi cette phrase qu'on m'a filée?
Quand il pleut, tout s'inonde. La terre se barre, les gens se noient. C'est comme leur dieu Shiva. La canicule indienne est multifonction. Donc moi, il faut que j'assure. J'aimerais bien choper l'Oscar de la meilleure canicule cette année, moi. Cela dit, vu comment vous vous démerdez avec le réchauffement, je pense que je vais pouvoir monter dans les tours. Les tours de chauffe, même. Comment ça va? Ça vient juste de commencer. Je sens que ça va durer. Ce siècle est mon siècle. Come stai? Al dente o troppo cotto? Non si muore caldissima. Io sono la canicola. Grazie, Hippolyte Girardot. Merci beaucoup. Playlist, direct. Direct. C'est France Inter. Yo. Vous écoutez Par Jupiter. Thierry Beccaro est notre invité. Mariam, je pense à toi sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est Thierry Beccaro. Thierry Beccaro, il a enregistré son dernier motus hier, qui sera diffusé à la fin du mois d'août sur France 2. Il est avec nous. Il a publié Je suis né à 17 ans, paru chez Plomb. On va y revenir tout à l'heure. Tout va bien, Thierry Beccaro? Ah oui, je vis un moment assez exaltant. Oui, non, mais c'est paradoxal. Ça va pas durer. Mais les gens sont tellement surpris quand je le dis maintenant parce que ça y est, voilà, lâchez-vous maintenant. Oui, les gens sont tellement surpris quand c'est vous qui prenez la main. J'ai eu beaucoup évidemment de messages très gentils sur Twitter, partout. Et puis il y a quand même des gens qui doutent et qui te disent
Mais t'es sûr que c'est toi qui as pris c'est pas, la décision, vous voulez dire? Et oui. Et donc vous êtes obligé de prouver que c'est vous qui êtes allé voir qui avait dit, comme si on s'était habitué à ce que ça soit le contraire. Et qu'à un moment donné... vous faites exception, Thierry Beccaro. D'habitude, les gens s'accrochent dans votre métier en télévision, s'accrochent, comme ils le disent tous, que c'est une drogue. Et donc ça devient exceptionnel que quelqu'un soit raisonnable et dise finalement... Non, moi, vous êtes même à peu près il y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'ils ont ouvert des grands yeux. C'était même très très touchant. Il y a vous et le pape Benoît XVI, voilà. Caroline Gott, que je salue d'ailleurs, quand je suis allé la voir en octobre. Qui était-elle? Qui était la directrice des programmes de France Télévisions, m'a dit gentiment comme ça, ah mais c'est pas nous, hein, Thierry. Ah c'est pas nous. C'est quoi? Il paraît qu'elle a appelé Ernotte derrière en disant tu sais pas quoi, je viens de virer Beccaro. Thierry Beccaro qui a commencé sa carrière à Radio France, sur France Bleu notamment, et sur France Inter aussi bien sûr, et qui a d'ailleurs travaillé avec le technicien aujourd'hui qui travaille avec nous, Pierre-Yves de Rollin, qui nous a dit ils se sont connus, donc c'est vrai, vous avez vraiment travaillé ici au même endroit. Et à la technique, il va s'occuper notamment du cas de Guillaume Meurice. Et oui, dernière chronique de la saison, les amis. Et quelle saison on est devenu la première radio de France quand même, malgré les chroniques d'Hippolyte Girardot. C'est vrai qu'on s'est mis des handiplats, mais au final ça paye, c'est vrai. Alors, on a vécu les belles émotions tous ensemble, la mort d'Aznavour, de Manuel Valls, de Bernard Guetta, plein de gens qui nous ont quittés cette année, la dignité de Nathalie Loiseau est partie également, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon également. L'heure est donc au recueillement, je dirais à l'apaisement et au bilan. Et qui dit recueillement, apaisement et bilan, comme dit Edith, évidemment, mon experte en tout, l'esthéticienne de la place Chopin dans le 16e arrondissement. Alors c'est une sorte, Thierry, vous connaissez pas, mais c'est une sorte de mélange entre Jacques Attali et Hulk, parce que Edith, elle fait pas dans la dentelle, voilà, elle fait plutôt dans le tractopelle directement. Elle éteint les incendies au lance-flammes. D'ailleurs, pour commencer mon bilan, j'ai d'abord voulu savoir son avis sur l'incendie à Notre-Dame. Moi, je te dis que c'est un attentat. Et deux feux qui démarrent et qu'ils disent que maintenant, ils pensent que ils ont fait une enquête, que ça serait une cigarette. Ouais. Vous voyez qu'ils sont partis à 17h, parce que je regarde CNews, hein. Je regarde plus BFM TV, c'est des cons. Quand je vous dis que son avis est éclairé, hein, BFM c'est des cons, alors que CNews, c'est des prix Pulitzer, à plus savoir qu'en foutre. Comme voilà, Edith aime bien mener les enquêtes, si la PJ recrute d'ailleurs, pensez à Edith. Alors, l'incendie de Notre-Dame est un attentat, mais de qui? Pas toujours pareil, là. De qui tu poses la question? Des terroristes. Ceux quand on fait sauter tout en France. C'est Daesh qui a fait brûler Notre-Dame. Peut-être, oui, qu'ils sont pour Daesh. Ils revendiqueront pas, parce que c'est grave. Parce que comme ils n'ont pas fait sauter la Tour Eiffel, ils ont brûlé Notre-Dame. Et pourquoi ils revendiquent pas, là? Là, c'est bizarre, ouais. J'avoue que c'est bizarre. Alors peut-être qu'ils se reposent aussi, hein, Daesh. Hein, c'est quand même des gens qui ont beaucoup bossé ces dernières années. Ah, voilà, là, ils sont partis en vacances, puis ils ont dit aux préposés revendications, avant de partir à Ibiza, t'oublieras pas le truc de Notre-Dame. Mais lui, il a oublié, il s'est barré, quoi. En tout cas, ça nous amène à notre second sujet. Qu'est-ce qu'ont fait les djihadistes français en Irak? Ils ont raison, moi je suis pas à la peine de mort. Tu demandes à toutes les femmes qui ont des enfants ici, j'ai demandé, on veut pas qu'ils reviennent, qu'ils soient jugés où ils ont tué. Les djihadistes étrangers qui vivent en France, on en fait quoi? Les djihadistes, moi je te les parle. Mais est-ce qu'on les renvoie dans leur pays? Oui, ah bah oui. Eux, pourquoi ils vireraient pas les djihadistes français dans leur pays? Oui, c'est compliqué cette histoire. C'est pas simple. Il faut expulser les étrangers de France, mais les autres pays ne devraient pas expulser les Français de leur pays. Bon, alors que le Canada nous a envoyé Garou, mais qu'on n'a toujours pas envoyé Benjamin Biolay. Donc, voilà. La diplomatie, c'est quand même compliqué. On devrait demander à l'Élysée d'intervenir à Brigitte. Qu'est-ce qu'elle pense de Brigitte, Edith? Elle, des fois, avec ses gardes du corps, elle est horrible, je l'ai vue de près. Moi, je suis esthéticienne, elle fait plus bien que moi. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas lui offrir un soin, peut-être, alors, à Brigitte? Ah non, certainement, j'en voudrais pas de chez moi dans ma boutique. Et elle est complètement, elle est maigre, elle est maigre comme un coup, elle a aucune classe. Et oui, puisque la classe, c'est Edith. C'est notre spécialiste classe. Moi, je suis votre spécialiste mode et fitness. Voilà, Edith, c'est la classe. Alors, classe sur plein d'autres sujets, par exemple, la bataille pour la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'elle pense, avec classe, hein, bien évidemment, Edith, de Anne Hidalgo? J'ai jamais vu une imbécile pareille. Excusez-moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'assume. Hein. Elle est idiote. Elle a dit, nous, les Parisiens, surtout là, ici, le 16e, c'est des sales bourges. Et elle dit, oui, elle l'a dit, c'est vrai, parce que moi, je connais bien dit, je connais tous ces mecs, je connais notre député, je suis copine avec Gosgen. Ben, c'est mon copain, il me fait la bise. Je suis au courant de tout. Hein. C'est ça qui est bien avec Edith, c'est qu'elle est au courant de tout. Hein. C'est bluffant. En même temps, si c'est elle qui épile le sillon interfécié de Gosgen, elle est bien placée quand même pour avoir des infos. C'est un vrai poste de pouvoir, hein. Esthéticienne de politique. D'ailleurs, Edith, elle est féministe, hein, elle me l'a dit, mais elle regarde aussi beaucoup CNews, hein, ça l'oubliez pas. Donc, elle aime pas toutes les féministes. Il y en a une sur le plateau, je peux pas la voir. Celle qui a les cheveux courts, elle est tout en train de brailler. Elle est lesbienne, c'est là, ça se voit, LG machin là. Mais oui, celle qui est sur le plateau.
plateau, souvent, elle est moche comme un pou. En plus, elle a les cheveux courts et elle est lesbienne. Et alors, c'est quoi le problème avec ça? Eh ben, c'est le problème que moi, j'aime pas du tout la manière dont elle parle. Il la remet souvent en place, hein, Pascal. Pascal Pro? Oui, j'adore. Elle est bien. Je l'adore, celui-là. Ah bah nous aussi. Ah bah nous aussi on l'adore. Pascal, tu penses? Moi j'ai rien contre lui. J'ai un de mes meilleurs potes, c'est un tabouret de PMU, donc j'ai rien contre Pascal Pro. Et j'ai rien non plus contre Cyril Hanouna. Hein. J'ai aussi un ami qui a le QI d'une éponge. Qu'est-ce qu'elle en pense, Élite, de Cyril Hanouna? Oh, je peux pas le blairer. Il est misogyne, ce mec. C'est une saloperie, ce mec-là. Je peux pas le voir. Je zappe quand je vois sa gueule. Hop. Et mes copines, pareil, on zappe. Il est d'une prétention, hein. Tu vois que j'ai l'œil, hein. Elle a l'œil, elle a aussi pas mal de contradictions, mais voilà, comme nous tous, comme moi, hein, qui arrête pas d'emmerder le monde, mais qui l'aime au final, le monde, comme Radio France, qui cartonne, mais qui décide de virer des gens, comme Hervé Pochon, qu'on salue, hein, qui faisait un super boulot et qu'on décide d'écarter. Tout va très vite aujourd'hui, hein, c'est pourquoi je vous dis peut-être rendez-vous en septembre. To make the saison prochaine great again. Merci Guillaume Meurice, bise à Hervé Pochon, en effet. Et à Edith, bien sûr, elle est formidable, elle est incroyable. J'ai l'impression d'ouvrir mon compte Twitter quand je l'entends, mais ça va. J'ai juste moi beaucoup de questions d'auditeurs de l'émission qui m'ont demandé si Edith écoutait les chroniques ou pas. Elle écoute pas tous les jours, mais elle écoute les chroniques qui la concernent, ouais. D'accord. Mais donc on l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Je vous encourage à aller lui rendre visite parce qu'elle est comme ça dans la vie. Elle se force pas. Bref, on ne s'ennuie pas. Prenez peut-être du Dafalgan aussi. 17h43 sur France Inter avec Thierry Beccaro. Dès la semaine prochaine, la fessée sera considérée comme une infraction à la loi. La fessée sera ainsi passée de prétendue méthode éducative à une violence éducative ordinaire. Il va falloir trouver une méthode plus douce en cas de contrariété déclenchée par votre progéniture. Bon, maintenant, petit, il faut aller te coucher. Non, je veux pas aller me coucher, mais réveillez-vous. Petit, ta mère t'a dit d'aller te coucher, m'oblige pas à sévir. Non, je veux pas me coucher, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, voyez pas que tout le monde est endormi, Réveillez-vous. Tu vas voir, tu vas pas faire dodo. Non, mais c'est un jeu entre nous quand il est l'heure d'aller se coucher. Ça déballe le chloroforme. C'est du chloroforme, ne vous inquiétez pas. La fille du 14 juillet, le film d'Antonin Perez-Jasco. Alors Thierry Beccaro, un adulte qui n'aurait pas subi de violence étant enfant, prendra cette information avec sans doute un certain détachement que la fessée sera interdite parce que le Sénat va mettre la dernière main, si je puis dire. C'est pas très heureux ce que je viens de dire, mais bon, vous aurez corrigé. Pour vous, c'est une avancée décisive, voire une victoire, cette interdiction? Ah oui, je pense que c'est capital. J'ai eu l'occasion d'être auditionné à l'Assemblée nationale quelques jours avant que la loi soit mise en place. Ça sera voté bientôt, je pense. Oui. Car vous racontez dans votre livre, je suis né à 17 ans, que vous avez été un enfant. Voilà, je raconte après l'avoir tu pendant 50 et quelques années, car j'ai jamais voulu parler de ça, mais enfin là, une fois que j'ai décidé d'ouvrir la porte, là j'ai raconté vraiment ce que j'avais vécu avec un père qui était d'un côté un mec formidable, mais qui par son histoire, par ses faiblesses et par la jalousie qu'il avait vis-à-vis de ma mère et tout, tombait dans l'alcool. Et quand il tombait dans l'alcool, c'était là on dépassait le domaine de la fessée. Là, c'était quelque chose. C'est ce qu'on appelle la raclée. C'est quelque chose où vous êtes recroquevillé dans l'escalier, et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas parce que c'est une épée de Damoclès qui est sur votre tête, et ça peut être une fois tous les 3 jours. Vous ne savez pas quand ça va arriver, quoi. Donc, vous l'avez transformé une fois que vous êtes libéré de ça, vous êtes transformé en combat. Je me suis dit, il faut transformer tout ça, il faut transformer la douleur. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années à la télévision, à la radio. Il faut apporter du bonheur aux gens. Je suis arrivé à ce qu'on appelle la résilience, dont parle si bien Boris Cyrulnik. Donc j'ai réussi à transformer ce qu'on appelle le merveilleux malheur, ce que Boris Cyrulnik appelle le merveilleux malheur. Mais ce que je raconte, et ce que je vais continuer à faire, c'est expliquer aux gens, voilà, la fessée, les gifles, les humiliations, la maltraitance physique et psychologique. Du genre courageux mais pas téméraire, des petites phrases comme ça que vous dites à votre enfant et qui sont enregistrées, qui font que, comme je l'explique dans le témoignage que j'ai livré pour l'UNICEF au site Brut, j'explique que toutes ces petites claques, ces petites gifles, ces fessées, ces raclées, ça vous fait des adultes fragiles, ça vous fait des adultes qui n'ont pas confiance, ça vous fait des adultes qui ont peur.
et qui ont peur de prendre l'avion, qui ont pas peur de prendre forcément des coups, mais qui ont peur de faire ci, peur d'avancer, de mettre un pas devant l'autre. Et comme je le dis, moi j'ai mis 20 ans, je raconte, parce que je vais saluer Olivier Mine en même temps. Pendant 25 ans, on m'a demandé de venir faire Fort Boyard et il fallait que j'ai trouvé, mais je me suis torturé pour trouver des excuses qui faisaient que je pouvais pas le faire. Et puis à un moment donné, bon, ils ont insisté, allez, fais-le, on va s'arranger, on va pas te foutre dans le vide. Et puis je l'ai fait. J'ai dit, putain, ça y est, j'ai réussi. Enfin, voilà ce que c'est. Voilà, c'est pour ça que qu'aujourd'hui vous partagez. Vous êtes aussi, donc vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale. Ouais. J'ai été reçu à la suite de ce témoignage par le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, que je vais retrouver d'ailleurs ce soir sur la chaîne parlementaire. Qui va exposer un petit peu les conclusions de tout ce qui s'est passé. Vous êtes ambassadeur pour l'UNICEF et pour terminer sur ce sujet, est-ce que vraiment la fessée, c'est vraiment un premier pas vers quelque chose qui peut être plus grave? Ben, oui, parce que tout à coup, c'est la force contre la faiblesse. C'est-à-dire, on va taper un enfant qui va pas forcément comprendre. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors je ne sais pas que tous les parents sont comme mon père ou comme vous le dites, certains vont prendre ça avec un certain détachement. Mais je sais que j'ai reçu des témoignages, et notamment d'un ami qui est dans le métier, qui m'a dit, moi quand j'ai vu ton témoignage, moi je suis pas un mec qui a battu mes enfants et tout, mais parfois mon fils, je l'ai un peu secoué. Et ben, il m'a dit, je suis allé le voir. Après le témoignage, je lui ai dit, écoute, si j'étais un petit peu secoué il y a quelques années, je te demande pardon. Alors le fils, il a fait le malin, il fait, ouais, mais c'est pas grave, papa, c'est parce que j'ai dû... Je lui ai dit, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, c'est génial. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Je le dis, mon père n'a pas présenté, m'a pas dit excuse-moi pour tout ça, parce que parfois, quand vous avez bu, le lendemain, vous avez oublié. Donc c'est tout ce travail que je veux mettre en place pour l'UNICEF, pour les enfants, et puis pour tous ceux qui sont concernés par ce sujet. Bien sûr, et beaucoup de gens, et d'ailleurs votre témoignage a beaucoup de résonance, on le voit à chaque fois que vous vous exprimez, et vous l'avez donc raconté dans Je suis né à 17 ans, paru chez Plon. Voilà, et aux éditions Mon Poche maintenant, en plus petit. Effectivement, c'est disponible en poche, Thierry Beccaro. Merci. Clara Dupont-Moreau, alors la littérature. Oui, on va rester dans l'enfance, mais plus heureuse, parce que l'actualité, c'est aussi l'initiative d'une petite ville de la Gironde qui a décidé 10 jours d'abstinence numérique pour les élèves de maternelle et de primaire. Voilà, là comme ça. Alors, moi, perso, je sais pas vous Thierry, mais je trouve ça très bien. Puisque quand on sait que les enfants passent en moyenne 7h11 par semaine devant le net, ce défi paraît aussi salutaire qu'une autocritique de François Hollande, par exemple. Improbable, hein, mais salutaire. Alors, cette addiction au net, cet amollissement des consciences, c'est ça, en fait, qui est au cœur du dernier roman de Marc Duguin qui s'appelle Transparence. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Thierry. Je pense que, travaillant régulièrement avec Olivia de Lamberterie, j'ai dû, à mon avis, j'ai dû passer par Marc Duguin et par Transparence. Ouais, nous, on aime beaucoup cet auteur. Ouais. Et il se trouve qu'après ce livre, je voudrais vous prévenir, mais vous ne passerez plus jamais commande sur j'en veux 2.net. Ça, c'est plus possible. Je sais que vous aimez bien ce site. Je me permets donc. C'est pour des livres, hein, Thierry. Oui. Non, mais parce qu'attendez, vous allez voir. Possibilité d'achat. Oui. J'en veux 2.net, c'est assez open, justement. Les données personnelles que nous. Amanda Lear est passée par ce site. Les données personnelles que nous laissons sur le web sont une mine pour ceux qui savent les utiliser. Et quand je dis mine, je parle surtout au sens explosif. Dans ce livre, nous sommes dans les années 2060. C'est une femme qui raconte l'histoire. Elle est cachée en Islande. Elle a monté une société secrète. Elle est entourée d'ingénieurs ultra pointus. Et ça fait 25 ans qu'il travaille à un projet unique et incroyable qui est recréer l'humain après sa mort. Pas à la façon de Google, parce que d'ailleurs, en plus, elle déteste Google. C'est-à-dire que Google voudrait une intelligence artificielle, une élite de robots. Elle, pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est ressusciter l'humain comme il était avant son décès. Elle a mis au point un programme qui s'appelle Endless et qui est capable de reconstituer l'humain avec sa psychologie, ses rêves, en fait avec son âme, à partir des milliards de données personnelles qu'il a laissées sur Internet quand il était vivant. Donc en fait, elle ne fabrique rien, elle recrée. Alors,
Le seul problème, c'est que tout le monde n'est pas éligible pour ce programme Endless. D'abord, il faut avoir laissé des données personnelles sur Internet. Ça veut dire que tous ceux qui ont préféré lire ou faire l'amour, par exemple, plutôt que d'aller surfer sur promobonus jt'enfume.com. Eh ben, c'est mort pour moi. Exactement. Ou alors les enfants de Gironde, par exemple. Eh ben, ironie du sort, ils seraient exclus du programme précisément parce qu'ils se sont protégés d'Internet. Et ensuite, le deuxième bémol et de taille, c'est qu'il faut être une belle personne. Et là, ça se corse. Parce que vu que la planète déborde comme une décharge, on ne pourra plus être si nombreux. Et donc, il faut trier. Donc, ce programme, Endless, ne prendra que des gens qui se sont bien comportés dans la vie, qui ont été réglo, qui ont des valeurs, qui savent se tenir. Je sais, Guillaume Meurice, vous ne seriez pas accepté, je sais que vous le regrettez, mais l'objectif, c'est de faire revivre les gens, mais les meilleurs. C'est que l'humanité redevienne une foule de qualité. Et l'héroïne dit « Je n'ai fait que revenir aux fondamentaux du christianisme ». Elle lance le programme, c'est un séisme planétaire, Google plie, elle rachète Google, tout en prévenant le PDG qui ne sera pas éligible au programme, vu que c'est un gros pourri obsédé par l'argent, que lui, du coup, il ne rentrera pas dedans. Sur toute la Terre, les humains s'améliorent, les guerres s'arrêtent, tout le monde veut ressusciter, tout le monde veut être meilleur. Les guerres s'arrêtent, les tyrans se calment, il n'y a que les bouddhistes qui s'en foutent, d'abord parce qu'ils ne sont pas connectés, et ensuite parce que la mort n'est pas un souci majeur pour eux. Et donc, je vous laisse l'imaginer, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Mais c'est une fable époustouflante sur la servitude volontaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces données personnelles, c'est quand même nous qui les laissons sur Internet. Et Duguin, c'est ça que j'aime moi, c'est que c'est le Jean de La Fontaine du 21e siècle. Vous avez des récits courts, une transposition de notre monde à un autre. Alors La Fontaine, c'est les animaux, lui, c'est l'anticipation, et surtout appuie exactement là où ça fait mal, là en fait où notre humanité flageole. Donc je vous donne les références. Transparence de Marc Duguin est paru chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Moreau. Thierry Beccaro, vous allez jouer en octobre au théâtre. Faut que ça change avec Anne Richard, c'est ça? On peut pas trouver mieux comme titre, parce que je suis en train de vivre. Non mais c'est ça qui est incroyable. Quand j'ai signé la pièce il y a quelques mois maintenant, j'étais pas encore dans cette période un petit peu de tourbillon médiatique. Et quand j'ai vu, j'adore les synchronicités comme ça. Quelqu'un m'a dit il y a pas très longtemps, qui m'aimait encore, hein, ça tu le sais ça. Quelqu'un m'a dit mais tu te rends compte que tu as présenté pendant 29 ans une émission qui s'appelait Motus, après avoir tué tout ce que tu racontes dans le livre, etc. Ah oui. J'avais pas fait attention et tout. Bon, bref, voilà. Donc ça ne mérite pas qu'on s'étale plus que ça sur le sujet. Mais faut que ça change, c'est incroyable. Et c'est avec Anne Richard, c'est une pièce d'Éric Leroc. Et là, on va aborder le thème du quotidien d'un couple qui... Alors lui est très heureux parce qu'il y a la demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Donc sa femme arrive et elle en peut plus, quoi. Donc faut que ça change. Donc on est en train de tomber dans la routine. Et elle décide qu'un soir sur deux, on va se faire des surprises. Voilà. Sinon, elle part. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Écoutez bien, Vizorek. Et donc, on pourra vous retrouver donc à la rentrée au théâtre. Vous allez retrouver le public en vrai. Thierry Beccaro, qui est avec nous dans Par Jupiter. Et justement, vous êtes comédien. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre évidemment son rôle. Vous êtes Thierry Beccaro, donc ça, c'est un rôle que vous allez pouvoir jouer. Et apparemment, on n'est pas loin de la vérité. On va faire une spéciale Motus avec des candidats inattendus. On va se relayer sur le jeu et vous allez l'animer. Nabila, vous avez choisi des mots de 2 lettres. Ah bah dis le sacré défi. Bon, on y va, concentrez-vous bien. Ça commence par un B. Bébé. Bon, ça part bien. Non, mais ça fait 4 lettres. Ah bah non, un B, ça fait 2 lettres. Hein. Ah oui, excellent. Non, excellent. 50 points pour Nabila. Non, mais allô, quoi? Je suis une fille, j'ai 50 points. Bon, alors, attendez, Monsieur Macron, c'est à vous. Galimatia, G-A-L-I-M, Atia. Ah là là, non, Monsieur Macron, je vous rappelle qu'il est interdit de faire bugger la machine. Carabistouille, C-A-R-A-B-I-S, touille. Alors, petit conseil, méfiez-vous quand même des noms en houille. Couille, C-O-U-I-2-L-E. Oui.
Perlimpinpin, P-E-R... Non, je rappelle que nous sommes en 2019, on n'est pas au jeu de 20h avec Jean-Pierre Descombes. Jean-Pierre Descombes? Demande à Brigitte, elle t'expliquera qui c'est. Oui, alors allez, c'est au tour de monsieur. Booba, B-O-O-B-A. Eh ben voilà. Allez-y, allez, en 6 lettres avec un C. Chat, C-H-A-T-T-E. Eh ben, très bien. Eh ben oui, la femelle du chat. Continuez. Bit, B-I-T-T-T-T-T-E. Non, là c'est trop long. Pardon, mais c'est jamais trop long. Très bien. Bon, alors si vous voulez bien, on va terminer par Bernard Pivot, en 6 lettres avec un Z. Zogme. Z-E-U-G-M-E. C'est triché. Oui, pourquoi c'est triché? Le mec, il invente des mots. Bon, là, vous me fatiguez, là, j'en peux plus. Bon, alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Croquignolesque, C-R-O... Enculé, E-M-C-U. Abstem, A-B-S-T. S'il vous plaît. Bon, alors écoutez, moi je rends l'antenne, Motus et bouche cousue. C'était la vraie dernière de Motus. Merci beaucoup Thierry Beccaro. Je rappelle qu'on peut on peut voir Motus tout l'été puisque vous avez enregistré plein d'émissions jusque fin août. Il faut voir la dernière semaine, ne ratez pas ça. Et Je suis née à 17 ans paru chez Plomb et puis en octobre à la rentrée au théâtre, faut que ça change avec Anne Richard. Merci beaucoup Thierry Beccaro. C'est à vous qu'on va laisser le mot de la fin, tiens, et à Motus d'ailleurs. J'ai dit aux gens, vous pouvez me reprocher d'arrêter Motus, mais vous ne pouvez pas me reprocher de ne l'avoir présenté que 29 ans. Attention, canicule. Des risques existent pour votre